L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine baignait dans une lumière froide de midi, un silence presque sépulcral, seulement troublé par le bourdonnement lointain de la circulation parisienne. À l'intérieur, dans la salle à manger, une immense table en acajou poli comme un miroir était dressée pour un seul convive, mais chargée d'un banquet digne d'une réception. Des plats sophistiqués, encore fumants, attendaient d'être touchés, créant une scène d'abondance absurde et solitaire. Assis au bout de cette table, Antoine Beaumont, 45 ans, incarnation du pouvoir et de la réussite, fixait son assiette vide. Son costume de créateur était impeccable, mais son visage était une forteresse. Ses yeux trahissant une lassitude que ni sa fortune ni les œuvres d'art hors de prix accrochées au mur ne pouvaient apaiser. L'opulence criante de la pièce ne faisait qu'amplifier le vide qui régnait en lui. Un homme qui avait tout conquis, sauf la paix. Le temps s'écoulait et l'impatience d'Antoine grandissait, non pas comme une colère explosive, mais comme une irritation glaciale, une fissure dans la routine impeccable qui lui servait de bouclier contre le chaos de ses émotions. Chloé, sa gouvernante, aurait dû être là pour le service. Son absence était une anomalie, une note discordante dans la symphonie parfaitement orchestrée de sa journée. Il se leva, sa chaise raclant doucement le parquet, et traversa les couloirs immenses et dénués de vie de sa demeure. Chaque pas résonnait sur le marbre froid, chaque pièce qu'il passait était un mausolée de souvenirs qu'il s'efforçait d'ignorer. Il n'appela pas son nom, préférant la trouver lui-même, rétablir l'ordre par sa propre intervention. Il se dirigea vers les jardins, le seul endroit où la vie semblait encore oser s'exprimer, bien que taillée et contrôlée à la perfection. C'est au fond du jardin, dissimulé derrière un massif de rosiers méticuleusement entretenu, qu'il la trouva. La scène qui s'offrit à ses yeux le figea sur place, le souffle coupé. Chloé était assise à même le sol, son uniforme propre mais usé, contrastant avec la verdure luxuriante. Près d'elle, un petit garçon au teint pâle et aux traits tirés la regardait avec une adoration silencieuse. Entre eux, une simple boîte en plastique contenait un modeste repas, une portion de riz et quelques légumes. Avec une tendresse infinie, Chloé donnait de petites bouchées à son fils, Léo, son propre estomac attendant patiemment. Cet acte d'amour et de sacrifice, accompli dans le secret et l'humilité, le frappa avec la violence d'un souvenir qu'il avait passé des années à enterrer. Il ne voyait plus une employée, mais une mère, un amour pur, un écho de ce qu'il avait perdu. Sa présence fut finalement remarquée. Chloé sursauta, la honte et la peur se peignant instantanément sur son visage. Les larmes aux yeux, elle se leva précipitamment, balbutiant des excuses. Interrogée par le ton tranchant d'Antoine, elle expliqua d'une voix brisée qu'elle avait fait venir Léo de l'hôpital, car c'était le seul moment qu'elle avait pour déjeuner avec lui, se cachant pour ne pas déranger. La simplicité de ses mots, la pureté de son dilemme, firent voler en éclats l'armure qu'Antoine avait mis des années à forger. Le contraste entre son festin solitaire et ce partage précaire était une accusation silencieuse. Ce sont des moments comme celui-ci, si brut et si puissant, qui nous rappellent la complexité du cœur humain. Si cette histoire commence à résonner en vous, sachez que votre abonnement est précieux, car il nous aide à continuer de mettre en lumière ces récits qui méritent d'être racontés. Le silence de la salle à manger fut brisé non par des mots, mais par le son d'une chaise qu'on tire. Antoine, avec une délicatesse qui le surprit lui-même, fit asseoir Chloé à la table immense, puis installa Léo sur une pile de coussins pour qu'il atteigne la hauteur nécessaire. Le garçonnet regardait les plats sophistiqués avec des yeux ronds, un univers de saveurs et de textures si éloigné de ses repas d'hôpital. Chloé, elle, restait figée, les mains sur les genoux, se sentant terriblement déplacée au milieu de ce luxe écrasant. Antoine commença à servir l'enfant, ses gestes un peu maladroits, comme s'il réapprenait un langage oublié depuis longtemps. Il ne leur offrait pas seulement un repas, il tentait maladroitement de partager un fragment de son monde, espérant peut-être qu'en retour, il partagerait un peu de la chaleur du leur.
En observant Léo piquer timidement une asperge avec sa fourchette, le visage d'Antoine se contracta. Une image, vive et douloureuse, s'imposa à lui. Celle de sa fille. Élise, au même âge, assise à cette même table, ses boucles blondes dansant, alors qu'elle riait aux éclats, une tache de sauce chocolat au coin de la bouche. Le souvenir était si net qu'il en eut le souffle coupé. Pendant des années, il avait transformé cette maison en un sanctuaire silencieux pour sa douleur, chaque objet un rappel glacial de ce qu'il avait perdu. Mais le rire discret de Léo, qui venait de découvrir le plaisir d'une purée de pommes de terre truffées, ne profanait pas ce silence. Au contraire, il y perçait une brèche, laissant entrer une lumière fragile et tremblante qu'il ne pensait plus jamais revoir. Chloé, sentant le regard d'Antoine se perdre dans le vide, prit la parole d'une voix à peine audible, comme pour le ramener au présent. Elle lui parla de Léo, de sa naissance, de la joie immense qu'il avait apportée dans sa vie, puis de la terrible nouvelle, tombée comme un couperet 2 ans plus tôt. Elle décrivit les longs couloirs blancs de l'hôpital, l'odeur d'antiseptique qui s'accrochait à ses vêtements, les nuits passées sur un fauteuil inconfortable, à guetter le moindre souffle de son fils. Elle raconta la solitude après la mort de son mari, la lutte pour joindre les 2 bouts, le poids constant de la peur. Elle ne se plaignait pas, elle constatait. Sa voix était empreinte d'une fatigue infinie, mais aussi d'une dignité qui força l'admiration d'Antoine, le ramenant brutalement à la vacuité de ses propres plaintes silencieuses. Antoine posa ses couverts et l'écouta, absorbant chaque mot. Il lui posa des questions sur la leucémie, sur les traitements, sur les espoirs et les pronostics. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il engageait une conversation qui ne tournait pas autour de bilans financiers, de stratégies de marché ou de contrats à plusieurs millions d'euros. Il découvrait un monde de courage quotidien, de sacrifices invisibles et d'amour inconditionnel. Chloé lui expliqua les différents protocoles de chimiothérapie, les effets secondaires qui transformaient son petit garçon si vif en une poupée de cire fragile, les brèves périodes de rémission qui étaient comme des bouffées d'air frais avant de replonger. En l'écoutant, Antoine comprit que la véritable force ne se mesurait pas en parts de marché, mais dans la capacité à tenir la main d'un enfant malade et à lui promettre que le soleil se lèverait demain. Le lendemain, et les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Antoine exigea que Chloé amène Léo à l'hôtel particulier chaque après-midi. Il fit transformer une des nombreuses chambres d'amis inutilisées en une salle de jeu. Des boîtes de jouets, des livres d'aventure et des consoles de jeux firent leur apparition, chassant la poussière et le silence. Le personnel, habitué au mutisme et à la rigueur de leur employeur, observait la métamorphose avec une stupeur muette. Les couloirs de marbre, qui ne résonnaient que des pas solitaires d'Antoine, s'emplirent bientôt des bruits de petites voitures et des éclats de rire de Léo. La demeure, autrefois forteresse contre le monde extérieur, devenait lentement un refuge, un havre de paix improbable pour une mère et son fils qui n'avaient jamais osé rêver d'un tel répit. Le lien entre l'homme brisé et l'enfant malade se tissa jour après jour. Antoine, qui n'avait pas touché un jouet depuis des années, se retrouva à construire des tours de Lego vertigineuses et à perdre lamentablement aux jeux vidéo. Il redécouvrit la simplicité d'un après-midi passé à regarder les nuages dans le jardin. Léo blottit contre lui posant 1000 questions sur les étoiles et les dinosaures. Dans les yeux curieux du petit garçon, il retrouvait des éclats de la vivacité d'Élise. Chaque sourire de Léo était à la fois une piqûre de rappel de sa perte et un baume apaisant sur sa cicatrice. Il commençait à comprendre que le deuil n'était pas un état final, mais un long chemin, et que parfois, une petite main glissée dans la sienne pouvait servir de guide dans l'obscurité. Cette transformation ne passa pas inaperçue. Un après-midi, Olivier, le frère cadet d'Antoine, fit une visite impromptue. Homme d'affaires pragmatique et ambitieux, il vit immédiatement le changement. Les jouets qui traînaient dans le salon, la présence inhabituelle d'une femme de chambre et de son fils, et surtout
l'expression adoucie sur le visage de son aîné. Il prit Antoine à part, sa voix chargée d'une fausse inquiétude. Il lui parla de vulnérabilité, de deuil non résolu, insinuant que Chloé était une manipulatrice habile, profitant de sa fragilité pour s'assurer un avenir confortable. Il lui conseilla de se méfier, de protéger son patrimoine et sa réputation, présentant cette nouvelle relation comme une folie, une erreur de jugement qui pourrait lui coûter cher, aussi bien personnellement que professionnellement. Les paroles d'Olivier, venimeuses, se logèrent dans un coin de l'esprit d'Antoine, mais au lieu du doute, elles firent naître une colère froide. Il regarda Chloé, en qui lisait une histoire à Léo à l'autre bout du jardin, son visage fatigué mais serein, et il vit non pas une calculatrice, mais l'incarnation même de la résilience. Il comprit alors que sa plus grande peur n'était pas d'être trompé, mais d'aimer à nouveau, de s'attacher à cet enfant et à sa mère pour ensuite les perdre. C'est un combat intérieur si difficile, celui d'oser rouvrir son cœur après qu'il a été brisé. Savoir que des histoires comme celle-ci vous touchent et que vous choisissez de vous abonner nous donne la force de continuer à partager ces témoignages sur la complexité et le courage des émotions humaines. La fragilité de ce bonheur naissant fut anéantie par un appel téléphonique. C'était l'hôpital. La voix du médecin, grave et dénuée d'artifice, annonça la nouvelle que Chloé redoutait plus que tout. Le dernier protocole de traitement avait échoué. La maladie progressait de manière agressive. Les options en France étaient désormais épuisées. Il existait un dernier espoir. Un traitement expérimental révolutionnaire, mais il n'était disponible que dans une clinique privée en Suisse. Le médecin marqua une pause avant d'annoncer le coup, un chiffre à 6-0 qui sonna aux oreilles de Chloé comme une condamnation à mort. L'espoir, si patiemment reconstruit au cours des dernières semaines, s'effondra en un instant, la laissant seule face à un mur infranchissable de désespoir et d'impuissance. Antoine la trouva prostrée sur un banc du jardin, le téléphone encore serré dans sa main tremblante. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues coulaient en silence sur ses joues. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle. Quand elle lui expliqua la situation, sa réaction fut immédiate, instinctive. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, que l'argent n'était pas un problème, qu'il allait tout organiser, tout payer. Mais à sa grande surprise, elle secoua la tête. À travers ses sanglots, elle refusa. Sa fierté, la seule chose qui lui restait intacte au milieu du chaos de sa vie, l'empêchait d'accepter. Elle ne voulait pas de sa pitié, ne voulait pas devenir sa protégée, un fardeau financier. Elle craignait que cet acte de générosité ne la transforme à jamais en une simple débitrice, effaçant la fragile égalité qui s'était installée entre eux. Sa réaction laissa Antoine désemparé. Lui, l'homme habitué à ce que tout s'achète, à ce que chaque problème ait une solution monétaire, se heurtait à un obstacle qu'il ne pouvait pas comprendre, la dignité d'une mère. Il tenta de la convaincre, arguant que ce n'était pas de la charité mais une évidence, une nécessité. Il lui expliqua que sa fortune ne signifiait rien si elle ne pouvait pas servir à sauver une vie, surtout celle de ce petit garçon qui avait ramené la lumière dans sa propre existence. La discussion devint tendue, chargée d'émotions contradictoires. Il ne lui offrait pas seulement un chèque, il lui offrait une chance de se racheter, de donner un sens à sa propre tragédie en empêchant la sienne. Son refus était comme une porte qui se fermait sur sa propre rédemption. Les jours suivants furent un supplice. L'état de Léo se dégradait à vue d'œil, chaque heure comptant. Pendant que Chloé passait ses journées et ses nuits au chevet de son fils, le regardant pâlir et s'affaiblir, Antoine menait une bataille sur un autre front. Il mobilisait son réseau, contactait les meilleurs spécialistes, organisait la logistique d'un éventuel transfert médical vers la Suisse, se heurtant sans cesse à la complexité administrative et aux délais bureaucratiques. Ils étaient unis par le même objectif désespéré, mais séparés par un gouffre de fierté et d'incompréhension. La tension entre eux était palpable, un silence lourd et douloureux qui s'ajoutait au poids de l'angoisse, menaçant de détruire le lien fragile qu'ils avaient à peine commencé à construire.
La nuit tomba sur Paris, mais dans les couloirs aseptisés de l'hôpital, le temps semblait suspendu. L'air était lourd, saturé de l'odeur de désinfectant et d'une angoisse palpable. Léo avait été admis en soins intensifs. Une crise violente, soudaine, avait balayé les derniers espoirs fragiles. Chloé était assise sur une chaise en plastique inconfortable, le regard vide, fixant la porte blanche et anonyme derrière laquelle son fils se battait pour chaque respiration. Elle était l'image même de la défaite, une statue de chagrin que le bruit incessant des machines et des pas pressés du personnel médical ne parvenait pas à atteindre. Quand Antoine arriva, sa démarche habituellement si assurée était brisée par l'urgence. Il la vit recroquevillée sur elle-même, et pour la première fois, il ne vit pas la force tranquille qu'il admirait, mais l'abîme de la solitude d'une mère sur le point de tout perdre. Il s'approcha sans un mot, le bruit de ses chaussures de luxe semblant déplacé dans ce sanctuaire de la douleur. Il ne s'assit pas à côté d'elle. Au lieu de cela, il s'agenouilla sur le sol froid et impersonnel. Son costume, à plusieurs milliers d'euros, se froissant, sans qu'il y prête la moindre attention. Il prit délicatement les mains glacées de Chloé dans les siennes, les réchauffant avec une tendresse qu'il ne se connaissait pas. Il la regarda droit dans les yeux, son propre regard brillant d'une émotion brute. « Ce n'est pas de la charité », dit-il d'une voix rauque, chargée d'une conviction absolue. « Vous et Léo m'avez redonné une raison de vivre. Il n'est pas seulement votre fils, il est notre fils, et nous allons nous battre pour lui, ensemble. » Le mot « notre » résonna dans le silence du couloir, un pont improbable jeté au-dessus de leur gouffre de désespoir, suspendant le temps lui-même. Pour la première fois depuis des années, Antoine laissa les murailles de sa forteresse intérieure s'effondrer. Il lui parla d'Élise. Il ne prononça pas seulement son nom, il lui redonna vie avec ses mots. Il décrivit ses boucles blondes qui sentaient le soleil, son rire cristallin qui résonnait dans les pièces désormais silencieuses de l'hôtel particulier, la petite main qui se glissait dans la sienne. Il lui raconta l'accident, le silence assourdissant qui avait suivi, la culpabilité qui l'avait rongé et transformé en un homme vide, un fantôme errant dans le mausolée de sa propre vie. Il avoua, la voix brisée, que le sourire de Léo, sa curiosité insatiable, avait été la première fissure dans la glace, la première lueur dans une obscurité qu'il pensait éternelle. Sauver Léo, c'était aussi une tentative désespérée de se pardonner de ne pas avoir pu sauver sa propre fille. En écoutant sa confession, Chloé comprit que la douleur avait un langage universel. Sous le costume du magnate se cachait un père en deuil, un homme dont la blessure était aussi profonde et béante que la sienne. La fierté, la peur d'être redevable, tout cela fut balayé par une vague de compassion immense. Elle n'était plus seule face à la tragédie. Cet homme qu'elle avait servi en silence lui offrait bien plus que son argent. Il lui offrait son cœur brisé en gage de leur combat commun. Ses larmes, qui jusqu'alors étaient celles du désespoir, devinrent des larmes de soulagement, de connexion. Elle serra ses mains en retour, un geste qui scellait un pacte bien plus fort que n'importe quel contrat. D'une voix qui n'était plus qu'un murmure, elle accepta, non pas sa pitié, mais son alliance. Il se releva, l'aidant à se remettre debout. Dans ce couloir d'hôpital stérile, sous la lumière crue des néons, une famille venait de naître. Une famille improbable, forgée non par le sang, mais par le partage des cicatrices et la promesse de se battre pour un avenir incertain. Antoine passa un bras protecteur autour des épaules de Chloé, un geste de soutien pur, d'unité. Ils se tinrent là, deux figures solitaires qui n'en formaient plus qu'une, tournées vers la porte fermée des soins intensifs. La peur était toujours là, écrasante, mais elle n'était plus un fardeau individuel. Elle était désormais partagée. Et dans ce partage résidait la force nouvelle et inattendue dont ils auraient besoin pour affronter la bataille qui les attendait. Le chemin serait long, mais ils ne le marcheraient plus seuls. L'avion médicalisé décolla de Paris dans le silence tendu de l'aube, emportant avec lui un espoir aussi fragile qu'une flamme dans le vent. En Suisse, les jours se transformèrent en semaines.
Un flou de couloirs blancs, de jargon médical et de nuits blanches passés à veiller sur le petit corps de Léo. Antoine était là, à chaque instant, non pas comme un bienfaiteur distant, mais comme un père. Il apprit à lire les moniteurs, à décrypter les bilans sanguins, à tenir la main de Chloé lorsque l'attente devenait insupportable. Le traitement expérimental était une épreuve brutale, un combat mené au niveau cellulaire, mais lentement, presque imperceptiblement, un changement s'opéra. Une lueur revint dans les yeux de Léo, une touche de rose sur ses joues. La victoire n'était pas un événement spectaculaire, mais une succession de petits miracles quotidiens. Un premier sourire, une première bouchée avalée avec appétit. Le premier rire qui résonna dans la chambre stérile, sonnant comme l'hymne le plus puissant qu'ils aient jamais entendu. Le retour à l'hôtel particulier de Neuilly fut une renaissance. La demeure, autrefois un sanctuaire de silence et de douleur, se métamorphosa. Les jouets de Léo remplacèrent les objets d'art intangibles. Ses dessins furent fièrement affichés sur le réfrigérateur de la cuisine high-tech et ses éclats de rire devinrent la nouvelle bande-son des couloirs de marbre. Antoine, avec une solennité qui cachait une émotion profonde, entama les démarches pour adopter Léo, lui offrant non seulement son nom, mais la promesse d'un avenir sécurisé et aimé. La relation entre Chloé et lui s'épanouit dans ce nouveau quotidien, une affection tendre et respectueuse qui n'avait pas besoin de grands mots. Il n'était plus un employeur et son employé, mais les deux piliers d'une famille reconstruite, unis par l'épreuve et le miracle de l'amour. La grande table en acajou était désormais toujours dressée pour 3, et chaque repas était un festin de gratitude. Marqué au fer rouge par cette expérience, Antoine ne pouvait plus retourner à sa vie d'avant. La course effrénée au profit et au pouvoir lui semblait désormais vaine et dénuée de sens. Il délégua une grande partie de ses responsabilités au sein de son entreprise pour se consacrer à un projet qui germait dans son esprit depuis les longues nuits à l'hôpital. Il créa la Fondation Nouveau Souffle. Sa mission était simple et directe, s'assurer qu'aucun parent n'ait jamais à vivre l'humiliation que Chloé avait subie. La Fondation offrait un soutien financier complet aux familles d'enfants hospitalisés, couvrant les frais de déplacement, de logement et surtout finançant des services de livraison de repas de qualité directement dans les hôpitaux. C'était sa façon de transformer sa fortune, autrefois une armure contre le chagrin, en un outil de compassion, un hommage silencieux à Élise et une célébration de la vie retrouvée de Léo. 5 ans plus tard, un soleil d'automne illuminait le jardin d'un hôpital public parisien. Antoine et Chloé se tenaient de chaque côté d'un Léo de 12 ans, grand, en pleine santé, dont les yeux pétillaient de vie. Ils étaient là pour inaugurer une nouvelle aile pédiatrique ultramoderne, entièrement financée par la Fondation Nouveau Souffle. Une plaque de bronze portait le nom de leur œuvre, symbole tangible de leur parcours. Alors qu'il coupait le ruban sous les applaudissements, Antoine regarda sa famille, ce miracle bâti sur les ruines de la douleur. Il comprit que la véritable richesse n'était pas dans ce qu'il possédait, mais dans les vies qu'il pouvait toucher. C'est en partageant des récits comme celui-ci que nous maintenons l'espoir vivant, et votre soutien par un abonnement est ce qui nous permet de continuer à donner une voix à ces extraordinaires voyages du cœur. Leur histoire, commencée par un repas caché, s'achevait en une promesse d'avenir pour des milliers d'autres.